Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue à votre émission hebdomadaire Plein Feu. Ce soir, nous allons parler de la conférence de presse que le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, avait tenue le jeudi 26 mars dernier. Quelques heures après son retour de la visite de Doha, qui a duré 11 jours, M. Mohamed Abdelaziz a tenu au palais présidentiel à Nouakchott une conférence de presse qui a été donnée en direct sur toutes les télévisions nationales, sur les 5 chaînes nationales. Donc on va parler de cette conférence de presse. J'ai invité 2 journalistes éminents qui sont M. Dedda Fadel, qui est directeur de la publication, journaliste et directeur de l'application de Mouli Sahel. Bonsoir. Merci, bonsoir. Et M. Kissima Diagana, rédacteur en chef du journal La Tribune. Bonsoir. Donc merci d'être là. Donc on va essayer de parler un petit peu de cette conférence. La première des choses, avant de rentrer dans le sujet, on va parler du petit clash qui a eu lieu le confrère Wadia. Donc selon vous, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je commence par qui? Allez, Dada. Bon, c'est pas vraiment la meilleure des choses pour commencer comme sujet parce qu'il y a eu beaucoup de choses importantes dans la conférence de presse. Je rappelle que la directrice de Dava TV avait déjà posé sa question. Le président de la République a commencé à répondre. C'est le point de répondre. Il avait même déjà commencé à parler. Oui, donc c'était, disons, c'était un geste déplacé de la part de notre confrère parce qu'il n'y avait rien qui pouvait expliquer cette réaction. La première journaliste, notre consoeur Metin, venait de poser ces 2 questions. Le président était sur le point de répondre. Lui intervient pour dire non, on doit poser 3 questions. Alors que ce n'était pas son tour de parler. Mais comment il a su? Pourquoi il répond à quoi, notre confrère? Il a dit il faut poser 3 questions. Non, il a dit on avait convenu de poser chacun 3 questions. C'est une réponse à c'est pas, président de la République. C'est une remarque qu'il fait à Sidi Oulnemine, confrère, le présentateur, l'animateur de que nous saluons déjà parce que en regardant la conférence de presse, Sidi Oulnemine était vraiment à la hauteur. Oui, et donc comme je disais, notre conseiller Metin venait de poser ces 2 questions. On s'attendait à la réponse du président. Très importante, oui. Oui, donc cette intervention n'avait aucune raison d'être. Celle de la remarque de notre confrère Wadia. Donc vous trouviez que le président n'avait pas tout à fait tort de le mettre à sa place? Pas du tout, parce que je ne comprends pas pourquoi il fait cette remarque. Non, on avait convenu de poser 3 questions, ce qui s'est avéré faux plus tard. Mais même si on avait... Ça veut dire que c'est avéré faux, ça veut dire quoi? D'après les sources que j'ai eues, qu'il n'y a pas eu de rencontre entre les journalistes et le présentateur avant. D'accord. Donc, il fait cette remarque, on doit poser 3 questions, mais attends ton tour pour dire ta remarque, et personne ne t'a empêché de poser 3 questions. En fin de compte, il avait posé 5-6 cette soirée au dia. Oui, tout le monde a posé des questions, le problème n'est pas ça. Donc la remarque était déplacée, et ce qui est bizarre ici, c'est qu'on remarque toujours dans ce genre d'événement. Rappelons-nous de la dernière conférence de presse du président, l'avant-dernière, celle de Nouadhibou, c'était qui le perturbateur de celle-ci? Il y avait un petit accrochage aussi entre... c'était toujours le même clan auquel appartiennent les 2 journalistes. Non, mais ça veut dire quoi ça? Que vous insinuez en disant même clan? Quel clan? C'est des journalistes indépendants? Des journalistes indépendants proches du Coran islamiste. Et alors? Et pourquoi ce sont toujours ces journalistes qui perturbent? Donc vous trouvez, déjà, Wadia est un journaliste indépendant. Si il n'est pas tout à fait loin de Tawassoul ou pas, ça ne change rien. Peut-être qu'il a posé les questions qu'il trouve importantes. Je suis d'accord. Vous trouvez en fait que ce sont les journalistes plus ou moins proches des islamistes qui font toujours... Qui essaient de trouver un petit accrochage souvent avec les présidents, en fait. Qui essaient toujours de perturber les grands événements. Parce que là, Wadia n'avait aucune raison de parler. Donc, en gros, Kissima, c'est que, comme vient de dire M. Dedda, en fait, Fadel, c'est que Wadia s'est exprimé sans qu'on lui donne la parole. Donc, le président n'avait pas tout à fait tort de le remettre à sa place. Bon, il y a une façon de le faire. C'est peut-être pas une très bonne façon pour certains, elle est excellente pour d'autres. En fait, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, écoutez, pour moi, le focus devait être mis sur le président de la République.
qui invite quelques journalistes à qui il décide de parler, juste quelques heures après avoir fait une tournée de 10 jours dans l'est du pays. Fatigué. Bon, on peut comprendre que l'être humain qu'il est peut être épuisé, fatigué, sous pression. Peut-être que c'est l'homme qui a entendu des choses auxquelles il ne s'attendait pas, des populations qui réclament des choses qui n'ont pas été faites et tout ça. Bon, alors il vient, en tout cas personnellement, quand j'étais devant l'écran, ce que j'ai constaté d'abord, c'est que j'ai vu un président de la République très nerveux, très tendu. D'accord. Ça, il faut le noter. Et sa réaction aussi, je crois que c'est une réaction qui a été faite sur les nerfs. Sur les nerfs parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé comme protocole avant que les gens se mettent devant les écrans. Bah, il ne s'est rien passé. Tout ce que je peux savoir, c'est que j'ai entendu notre confrère Wadia notifier à Sidi Ounemil qui animait l'émission. Ce n'est pas ce sur quoi nous nous sommes entendus. Nous nous étions entendus sur le fait que chaque journaliste pose d'abord 3 questions. Or, il se trouve que la première journaliste qui était intervenue avait posé une seule question, je pense. Et sur le coup, on voit le président de la République qui s'emporte et il dit, écoutez, taisez-vous. Bon, alors, il s'est emporté parce qu'il a parlé. Oui, je sais. Sans qu'on lui donne je sais la que parole. l'autre a parlé. Je ne sais pas qui gérait l'émission. Est-ce que c'était le président de la République qui gérait l'émission? Non, c'est Sidi Ounemil qui gère l'émission. Et d'ailleurs, il a très bien géré. Ou si Sidi qui gérait l'émission. Il me semble en tout cas que notre confrère Wadia s'est adressé à Sidi Ounemil, en présence bien sûr du chef de l'État. Bon, je ne sais pas s'il était chef maintenant de l'émission qui était en train de se dérouler, en tant que président de la République, chef de l'État, s'il était encore chef de l'émission qui devait se dérouler, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai vu un président de la République s'adresser en ces termes, ce que vous marquez ou kada ou kada. Donc déjà, le clash a commencé et ensuite, on l'a entendu demander à ce que l'émission soit interrompue. Bon. Si vous me posez la question, qu'est-ce que j'en pense? Vous n'allez pas me demander si je dois juger les gens. Non, je vais dire tout simplement que je constate. Notre confrère a coupé la parole au président, ça il faut le rappeler quand même. Oui, il a coupé la parole au président. Bon, écoutez bien. C'est que moi je vais tout simplement remarquer que le président de la République a habitué les journalistes à des rencontres. C'est déjà, on n'a pas l'habitude. Et ces rencontres ont été considérées comme étant l'expression d'une liberté, d'un accord d'une liberté d'expression. Ça aussi, il faut le noter. Et j'ai été surpris d'entendre ce même président de la République s'emporter. Bien sûr, écoutez, il est humain, vous allez me dire qu'il est humain. C'est un homme, bien sûr, c'est un homme. Mais ce que je constate, c'est que je l'ai entendu demander à ce qu'on coupe l'émission. Alors là, couper une émission sur injonction du président de la République, ça ressemble à de la censure. Ça, il faut le noter. Vous pouvez noter, je rajoute juste qu'il n'a pas coupé l'émission. Demander à ce que l'émission... 2 minutes après, ils ont continué. Écoutez, mais parlons de ce que nous avons vu. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans les 2 minutes où l'émission était coupée. Parlons de ce à quoi nous avons assisté. Nos confrères étaient là, ils nous ont raconté ce qui s'est passé. Mais écoutez, moi je ne vous dirai pas ce que les confrères nous ont raconté. Je vous dirai ce que j'ai vu à l'écran. Oui. J'étais assis devant l'écran. Comme un téléspectateur normal. J'avais ma télécommande. Je tenais vraiment à suivre une émission pour savoir tout. D'habitude, c'est comme ça que je fais. Tous les téléspectateurs sont là. Quand le président de la République invite des journalistes ou quand le président de la République intervient, je suis devant l'écran et je suis. Vous voyez, donc ce à quoi j'ai assisté, c'est de cela que je parle. Je ne parlerai pas des 2 minutes du rideau. Mais je l'ai entendu insister, dire énergiquement au présentateur, coupe l'émission. Ça déjà, il faut reconnaître qu'il y a une censure que nous autres journalistes allons noter. Il y a aussi un musellement, parce que quand, dans un échange avec un journaliste, qui, selon vous, en tout cas, si vous voulez, dites-le comme ça, il lui a coupé la parole. Qui, selon vous, a manqué de respect au président, d'après ce que disent beaucoup de gens. Non, il veut non. Cet échange, là où je vois le président de la République dire à un journaliste, est-ce que tu vous marques toi? Eh bien, je dirais que c'est du musellement. Voilà comment nous allons considérer les choses. Le focus, à mon avis, c'est sur le président de la République. Parce que les commentaires que nous avons vus après sur les réseaux sociaux, c'est les gens qui nous disent la fonction de président de la République doit être respectée. La fonction de le président de la République est une institution. Mais quand une institution accepte de s'énerver devant la République, il faudrait que cette institution accorde à la République, à toute la population,
eh bien, la possibilité d'assister à la suite de son énervement. D'accord. Mais il y a eu en fait, Fadel, on note quand même, avant, vous allez prendre la parole, je note quand même que nous tous, autres journalistes, on n'a pas l'habitude d'être devant les présidents de la République et de lui poser des questions. Parce que on sort de 25 ans, l'ex-président, quand il voulait faire une interview, il rappelle François Soudan, il fait une interview sur Jeune Afrique. Et nous, on achète Jeune Afrique dans les courses pour pouvoir voir ce que le président veut dire. Donc, à peine rentré 11 jours après... mais sur ce point, laissez-moi... Excusez-moi, je rappelle, je lui pose juste la question. Moi j'aimerais revenir sur le fait que l'émission a été coupée. Parce que quand il y a eu cette perturbation volontaire de la part de notre confrère Wadia... Volontaire, non, mais pas volontaire, on n'est pas là pour juger Wadia. Non, c'est mon opinion à moi. Oui, mais ne pas prendre la conférence. Je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas prendre la conférence de presse en otage. Parce que c'est une conférence de presse, il y a des confrères, il y a tout le monde. Ils sont tous fatigués, toute la Mauritanie attend. Le fait de prendre une conférence de presse en otage, ce n'est pas tout à fait très gentil de la part de notre confrère. Mais il ne faut pas non plus le juger. Parce que lui. Parce que je n'ai pas pu trouver de raison pour son intervention. Je n'ai pas pu trouver d'explication à cette intervention. C'est simple, c'est qu'on n'a pas l'habitude. Rappelons que bien Sidi Oulnemine avait, quand Wadia a dit, on avait convenu, Sidi lui a dit, on n'avait rien convenu, la parole maintenant est au président de la République, et malgré ça, il a continué. Même si on a convenu, la parole est au président, laissez-le parler, c'est tout. Il fallait couper l'émission parce qu'il fallait épargner au grand public ce show que cherchait notre confrère Wadia. Ben, il a eu. Heureusement que ça a été coupé. Non, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à... En fait, non, vous êtes en train de faire comprendre aux gens, ou bien de nous faire accepter le fait que nous ne sommes pas habitués à interviewer le président de la République. Et alors, c'est pas grave? Non, écoutez, non, c'est pas comme ça. Vous dites quand l'ancien président a invité François Soudan, mais est-ce que si on revient sur ce genre de situation, vous allez nous permettre de nous poser des questions sur les protocoles d'accord qui sont à la base d'une interview qu'un président de la République fait avec un journaliste de Jeune Afrique, sans parler des enjeux qui sont derrière. Vous étiez tous là. Non, vous étiez tous là. Non, mais le président de la République appelé François Soudan. Je sais, mais je suis en train de vous dire. On traduisait, tu te souviens qu'on traduisait les interviews sur Jeune Afrique. Et d'ailleurs, il y a des journalistes qui s'offusquaient parce qu'ils disaient que les présidents ont toujours la primeur de leurs interventions aux journalistes étrangers. Dans une presse indépendante. Écoutez, dans une presse indépendante. Mais moi, ce que je veux que vous notiez, c'est que ce n'est pas une question d'habitude ou d'inhabitude. Parlons de professionnalisme dans ce cas. Si vous voulez, par exemple, dire qu'un journaliste qui se présente devant le président de la République et qui doit lui poser des questions, parte du principe qu'il fait partie des privilégiés et qu'il se contente de ce privilège pour oublier sa fonction de journaliste. Parce que parmi les principes du journalisme, il y a quelque chose de très simple. Vous êtes le président de la République. Moi, journaliste, je suis en face de vous. Je ne dois pas vous caresser dans le sens du poil. Mais bien sûr. Par ailleurs, je suis censé vous parler comme si vos détracteurs étaient en face de vous. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une dialectique qui doit se dérouler. Je dois d'abord parler au président de la République, bien sûr avec beaucoup de respect, parce que de toutes les façons, que ce soit le président de la République, vous respectez tout le monde, que ce soit le président de la République, que ce soit le vendeur de cartes face à qui je veux me retrouver, d'abord, je lui dois le respect que je dois à un être humain. Ça, c'est fondamental. Oui. C'est des choses qu'on ne négocie pas. Donc, ne l'interrompez pas. Ne l'interrompez pas. Vous parlez d'interrompre. Ouais. Écoutez bien. Moi, je parle d'interruption. Vous parlez d'interrompre le président, interruption du président. Mais ce que moi, je ne veux pas que vous m'obligiez à faire, c'est que je me place dans la position de quelqu'un qui va défendre le président de la République contre un journaliste, ou la position de quelqu'un qui va défendre un journaliste face à un président de la République. Ce que je défends, c'est le principe de la liberté d'expression et le principe, si vous voulez, du professionnalisme du journaliste. Maintenant, si on revient sur le fait, moi je vous ai dit clairement ce que j'ai vu. Je suis assis devant mon écran. Pour vous, c'est la façon. Et je tenais vraiment à comprendre qu'est-ce qui se passe. Maintenant, qu'il ait énervé le président ou qu'il ne l'ait pas énervé, que le président se soit emporté ou pas, ce qui m'intéresse, c'est ces 2 minutes ou 7 minutes, en tout cas,
au cours de laquelle j'ai été privé d'une scène à laquelle je ok, donc dernière rapidement, parce qu'on va donner beaucoup de temps. On va donner beaucoup de temps. Si j'ai plus important dans la conférence de presse, c'est juste un petit exemple que je veux donner à Kissima. Là, quand vous parliez tout à l'heure, moi j'ai beaucoup de remarques et beaucoup de points à dire par rapport à votre intervention. Mais je n'ose pas vous interrompre, malgré que vous êtes mon frère et mon ami. Donc j'attends que vous finissiez de parler pour réagir. Après, il faut raison, le président de la République. Vous êtes le président de la République. Ouais. Donc, c'est voilà. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, non, là, il fallait m'interrompre parce qu'aussi. Non, on n'est pas dans la position. On y va, on va parler. On n'est pas dans cette position-là. On est dans une discussion. Oui. Donc, on va parler du premier thème. On va parler. Je reviens, on va parler du premier thème. En fait, il y avait une question relative à la greffe. La Société nationale industrielle et minière SNIM. Le président avait indiqué en fait que non, d'abord avant de parler de la CIM, je crois qu'il a parlé de la visite, excusez-moi. Ouais. Il a parlé en fait de la visite dans les Derhot, ce qu'elle a apporté, les projets. Est-ce que vous l'avez trouvé convaincant? Qu'est-ce qu'il a dit en fait? Qu'est-ce qu'il a fait de nouveau? Rien de particulièrement nouveau en fait. Non, il y a du nouveau. C'est ça. Parce que d'abord, la conférence de presse elle-même, la conférence de presse qui venait clôturer la visite, parce que cette conférence de presse était dédiée à la visite. Le président, quand il a pris la parole... Donc les journalistes n'ont rien compris, quoi. En fait, c'était une conférence dédiée à la visite. Le président, c'est pourquoi il a pris la parole avant de donner aux confrères, aux journalistes l'occasion de poser les questions. Il a parlé d'abord de la visite. Et derrière lui, il y avait les 8 membres du gouvernement qui l'avaient accompagné dans la visite. Donc la conférence de presse, c'était pour la visite. Mais certes, donc toutes les autres questions devraient être plus ou moins à la marge. Oui. C'est pas le sujet. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Parce qu'on remarque que la visite n'a pas eu beaucoup de c'est normal, parce que les gens avaient d'autres problèmes. Les gens avaient d'autres questions à poser. Commençons par le sujet principal et passons... Le principal pour qui? Principal pour l'organisateur de la conférence de presse. Ok. Si vous trouvez, donc vous trouvez qu'est-ce qu'elle a apporté en fait cette visite? Et là, on parle de la conférence de presse. En fait. Donc, on revient vers la visite. On a eu une visite assez longue, 11 jours. Oui, 11 jours, ce qui est... La plus longue visite officielle du président de la République. Il a eu à visiter Muqata'a par Muqata'a, les Derhot. Il a rencontré... les populations et il a visité les infrastructures de base fonctionnelles. Dans toutes ces étapes, il est passé par les écoles. Donc les projets quoi, dans les Derhot. Les écoles, les dispensaires, toutes les infrastructures, et il a inauguré de grands projets. Et il a visité les projets en cours. Et parmi les grands projets inaugurés, on peut citer celui de l'eau, le projet d'Idhar, le lac d'Idhar qui, avec une canalisation de 600 km, permettra d'entacher la soif des Derhot. Oui, trouver une solution pour le problème de l'eau. Oui. Qui est quand même posé, ce problème, est posé surtout dans les Derhot. Et il y a aussi l'inauguration et la visite d'autres projets comme l'usine de lait qui est une grande infrastructure industrielle dans l'est du pays. Et plein d'autres. Donc, mais comment ils vont... il y a un contact direct avec la population. Et il y a aussi une remarque très importante, le fait qu'il n'y a pas eu ni de meeting, ni de soirée artistique, ni quoi que ce soit. Ça, il n'y a pas eu de meeting. Il y a pas eu de meeting. On a assisté à longueur de journée à la télévision, la Télétribi, avec la banderole, la Tribitel reçoit le président de la République. Et d'ailleurs, le président dit que lui, il ne veut pas ça, et on le croit. On croit qu'il ne veut pas ça, il n'a jamais voulu, mais ça a eu lieu quand même. Non, il n'y a pas eu de meeting, il y a eu les accueils populaires. Avec le nom de la tribu, c'est une banderole. Ça passait à longueur de journée dans des télévisions privées, malheureusement. Dans des télévisions privées, oui, et c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression tribale, c'est interdit par la loi, ça. C'est interdit par la loi. Mais là, on ne peut pas empêcher les télévisions de filmer des populations. Moi, je suis contre le principe. Mais si, l'APA est là pour interdire ça. C'est interdit. Normalement, mais c'est pas au président de la République de l'interdire. Je suis d'accord avec vous. La République n'est même pas au courant. Donc en fait, vous pour la visite Kissima, quand il a parlé de la visite de ses projets et tout ça, est-ce qu'il vous a convaincu? Bon, en tant que téléspectateur et journaliste. En fait, au-delà du fait que je dois noter que la conférence de presse, si elle avait été ce que vous appelez conférence de presse, oui, parce que c'est l'entrevue avec quelques journalistes.
si vous voulez dire que ça a été dédié à la visite, il aurait été loisible que cette conférence de presse, si il faut l'appeler ainsi, se déroule dans le milieu où vraiment le président s'est rendu, pour donner beaucoup plus de crédit, pour donner beaucoup plus d'intérêt à la visite. Parce qu'il y a des correspondants de presse, il y a peut-être des journalistes qui ont accompagné les délégations. Quant maintenant à l'aspect, si vous voulez, visible de la visite, effectivement, il y a eu les accueils populaires auxquels nos présidents nous ont toujours habitués, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils se rendent dans une région, il y a beaucoup de populations qui partent d'ici d'abord et partent les retrouver, et les enjeux tribaux sont là, les gens veulent s'afficher en tant que tribu, et nous savons qu'actuellement, le contexte dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire que les gens veulent être en relation avec le président de la République sur la base de leur appartenance anthropologique. C'est-à-dire que vous avez vu aujourd'hui que chaque communauté, chaque tribu veut être en contact avec le président. Pour vous, c'est pas nouveau. Et ceux auxquels le président de la République semble résister très difficilement. Parce que nous l'avons vu recevoir des Soninké, nous avons vu recevoir d'autres personnes au nom de recevoir les Mauritaniens, oui, il n'a pas réussi. Il ne parvient certainement pas. C'est vous qui avez parlé de cela d'ailleurs. Vous avez dit que des tribus se sont affichées avec des banderoles au nom de tribus. Bon, toujours est-il que le président de la République donne l'impression de ne pas parvenir, en tout cas, à résister à cet appel de la tribu. Donc à ce type de relation que les Mauritaniens cherchent à entretenir avec lui. Non, il n'arrive pas à résister parce que ce sont les mêmes chefs de tribu qui l'accompagnent, qui partent avec lui à Parole Dada, qui ont accompagné Idala, qui ont accompagné Maïe, qui ont accompagné quelqu'un d'autre. Donc si on veut... Mais il ne finira pas à y résister, c'est sûr, parce que ça viendra. Le problème, le nouveau, vous pouvez être... Excusez-moi, le nouveau dans ça, c'est pas nouveau. Il y avait toujours des tribus. Mais maintenant... Excusez-moi, le nouveau n'est pas ça. Le nouveau, c'est que ça a toujours été comme ça. Des tribus, des chefs de tribus, des tribus que reçoivent le président de la République, c'est pas nouveau du tout. Ce qui est nouveau, c'est que ça passe à la télé. Non, c'est ça qui est nouveau. Et donc, c'est que la télé elle-même est nouvelle. Non, attendez. Parce que la télé elle-même est nouvelle. Justement, ce qui est nouveau, c'est que les télévisions sont là. Mais il y a quelque chose que la télévision officielle, là où c'est passé, ça, je le chapeau. La télévision officielle n'a pas joué ce jeu. Et d'ailleurs, nous, la majorité, quand je discutais avec beaucoup de journalistes... Moi, je ne sais pas où est-ce que vous voulez qu'on arrive avec la question que vous avez posée. Si vous voulez qu'on avance, vous m'avez posé la question par rapport à la conviction. À la visite. La visite. Eh bien, nous avons vu des populations parler au chef de l'État. Nous avons vu certaines populations faire des revendications. L'homme est au pouvoir depuis 2008. Et si les populations de l'Est en sont jusqu'à présent à dire il nous manque ceci, il nous manque cela, ce n'est pas les propos tenus au cours d'une conférence de presse qui vont nous dire qu'il a été convaincant. Il doit convaincre les populations auxquelles il est parti rendre visite. C'est ce qui est important. Maintenant, le reste, il va falloir... D'ailleurs, cette émission que nous sommes en train de faire aurait dû être faite par toutes les télévisions immédiatement après la conférence de presse, pour qu'on permette aux gens d'analyser à chaud ce qui s'est passé. Parce que aussi, pour répondre un peu à ceux qui magnifient un peu cette fonction de chef de l'État, chaque parole, chaque mot, chaque chiffre que va avancer un chef de l'État doit être soumis à analyse. Analyse aussi bien dans le camp de l'opposition que dans le camp des médias. Parce qu'ils sont là pour ça. Mais malheureusement, nous n'avons pas vu des réactions, même au niveau du camp de l'opposition, qui va nous dire vous ne pouvez pas demander aux journalistes de dire je suis convaincu. Non, ce n'est pas le journaliste qui doit être convaincu. Le journaliste travaille sur la réaction des autres. Si par exemple le camp du FNDU avait fait une analyse rapide de ce qui s'est passé, nous on aurait pu faire une analyse là-dessus. Ok, là on parle de la conférence de presse en général. Ok, donc on revient à la CNIV, la question relative à la CNIV. On sort de la visite. Juste un dernier point. C'était hier. Il y a beaucoup de points. Oui, allez-y. Au Conseil des ministres hier, il y a eu... Ah bon, il y a eu un conseil hier? Je n'ai pas été nommé, moi. Non. Il y a eu la création de 2 pôles de développement, un au Houd Charqi et un au Houd Qarbi. Et ça se compte dans les résultats de la visite. Justement, c'est important. Et le ministre des Affaires économiques a été face à la presse hier pour expliquer en quoi consistent ces 2 pôles.
C'est important. Donc, allez, on revient à la question relative à la grève à la SNIM, de la SNIM. Qu'est-ce qu'il a dit, le président, en fait? Il a indiqué, en fait, que cette société, que le président ne va jamais abandonner cette société. D'ailleurs, ça se comprend plus ou moins, parce que, comme il a expliqué qu'il a été contre le fait que cette société soit vendue, et qu'il ne va pas certainement, il n'est pas là pour la vendre. Donc, il a rappelé que... Il a parlé du prix des fers, tout ça. Oui, il a rappelé d'abord l'importance de la SNIM pour le pays. Et aussi, il a donné le point de vue, disons, le point de vue officiel sur la grève de la SNIM. C'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas s'insurger dans cette affaire, parce que c'est une affaire qui concerne les employés de la SNIM et son administration. Ouais, le directeur et les employés. Donc, la SNIM et les employés. Donc légalement, le gouvernement ne peut pas intervenir. Mais il a rappelé aussi le contexte dans lequel s'est passée cette grève. Parce qu'il y a toujours eu des augmentations de salaire des employés de la SNIM ces 3 dernières années, avec un cumul de 34% en 3 ans, et le recrutement des journaliers, ce qui a mis fin à leur exploitation. Par les la chute du prix du fer de $100 à 55. Donc le fait que cette année particulièrement, il ne peut pas y avoir d'augmentation. Ce point de la convention entre la SNIM et ses employés ne peut pas être exécuté, celui de l'augmentation. C'est compréhensible parce qu'on avait le fer qui était à plus de $100, 137, et on l'a aujourd'hui à $50 la tonne. Donc c'est tout à fait compréhensible que la SNIM n'accepte pas d'augmenter les salaires de cette partie d'employés, sauf parce que si elle répond positivement, elle finira par s'écrouler. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de sa réponse? Ce qui est paradoxal dans ça, c'est que le même chef d'État qui nous dit qu'il est intervenu à deux reprises pour empêcher que la SNIM soit vendue, ou pour faire, en tout cas pour régler le problème des travailleurs non permanents. Des journalistes. Travailleurs non permanents, ouais. Bon, d'abord qu'ils le disent ainsi, et qu'ils disent encore que cela dépend des travailleurs qui sont en grève et de leur administration de la SNIM. Et de ne pas intervenir. Et que dans le même temps, ils disent quelque part que c'est insensé que les travailleurs demandent une augmentation de salaire dans le contexte où les prix du fer ont chuté. Il faudra noter tout simplement qu'il est en train de prendre position. Oui. Il faudra noter qu'il est en train de prendre position. Donc, soit il est neutre, soit il ne l'est pas. Et autre chose, je vais noter, parce que par rapport à la fin de la grève dont on vient de nous parler aujourd'hui même, parmi les points du protocole qui ont été notifiés dans le PV, il y a un salaire, il y a 3 salaires, parmi lesquels il y en a un dont on nous dit qu'il sera octroyé par le président de la République dans 10 jours. 10 jours qui suivront après. Oui. Alors, donc, pourquoi lui? Non, mais pourquoi lui? Vous ne trouvez pas qu'il était en train d'essayer d'expliquer à la population qu'il y a un directeur de la SNIM, qu'il y a une direction et qu'il y a des travailleurs, que c'est une crise? Oui, mais où est-ce qu'on a vu C'est vrai, quand ça arrive à un sommet... Oui, mais quand ça dure 2 mois, quand ça dure 2 mois, oui, c'est normal, quand ça dure 2 mois, il y a des mesures draconiennes qui auraient dû être prises, parce qu'il faudra reconnaître que quelque chose comme 3 000 et quelques travailleurs... Ça n'a pas été... Vous ne trouvez pas... Attendez. Pourquoi des mesures draconiennes? Parce que la situation était... Il y avait les grévistes, mais la situation de l'entreprise était acceptable malgré la grève. Donc pourquoi des mesures draconiennes? Oui, acceptable par rapport à merci pour l'information et merci pour les adjectifs. Parce qu'à chaque fois qu'en tant que journaliste, vous donnez des adjectifs qualificatifs qui apprécient en tout cas une situation que nous devions prendre sous forme d'information, c'est comme si, en fait, vous êtes en train d'évaluer vous-même l'impact de la grève, alors que, ce que moi je sais, c'est que, pendant que les grévistes nous disaient que cette grève a eu un impact, au niveau de la société, on nous disait que non, la machine tourne normalement et qu'il n'y a aucun problème. Mais nous, au niveau de la restitution de l'information, on restitue les deux versions. Moi, je ne dirais pas oui ou non, ils ont raison. Mais ce que je veux dire... Vous ne savez pas que ça a été politisé quand même? Mais politisé, mais qui a résolu le problème? Si aujourd'hui on pense que celui
qui a réglé le problème, c'est le maire de Zouérate. N'est-il pas un homme politique? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 jours? Le FNDI, un pôle de parti politique et de la société civile, a marché. C'est-à-dire que qu'est-ce qui n'est pas politisé aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'est pas politisé? Parce qu'il faut se poser la question. Les deux interventions sont différentes. Celle du maire de Zouérate n'est pas pareille à celle du FNDI. De toutes les façons, non, mais ce sont que ce soit des hommes politiques qui ont été venu pour résoudre le problème, pas pour je veux vous dire les contenus de la solution. Vous trouvez avant que lui ne parte, il y a un député. Ils veulent le régler. Avant que lui il ne parte, avant que lui il ne s'engage avec cette initiative, il y a eu d'abord un député de la majorité qui était parti également à Zouérate. C'était encore, est-ce qu'on ne va pas dire que ça encore c'est de la politisation? C'est-à-dire que quand c'est l'opposition, c'est politisé. Et quand c'est la majorité, c'est pas politisé. Dans les deux cas en tout cas, toutes les deux interventions sont des interventions politiques. Et je vous dis une chose. Non mais quand le président de la République anime une conférence de presse dans une conjoncture difficile où il y a la grève de la SNIM et qu'il parle du problème de la SNIM comme étant assez simple, il n'y a pas de problème. Vous trouvez pas que c'est normal? Parce que je trouve ce qu'on appelle aujourd'hui la crise de la SNIM, c'était... Ça veut dire quoi ce qu'on appelle la crise? Vous l'appelez pas parce que pour la société, ça n'a pas été une crise et moi j'ai été sur le terrain pour voir. Pour constater. Ouais. Moi aussi j'étais sur le terrain. On sait que j'ai vu la conjoncture est difficile, mais quand même ça marche. J'ai vu une entreprise qui marche. Oui, qui marche. Il y a des grévistes qui m'ont dit non, tout est bloqué. Et il y a une entreprise qui m'a dit non, tout marche, viens voir. Donc, qui croit là? Ça dépend de l'intérêt de l'entreprise. En fait, l'intérêt de l'entreprise. Non, je vais revenir sur le point de la politisation. Je vais revenir sur le point de la politisation. Quand on a parlé de le maire de Zouérate il y a même eu une mission de l'IPR au début de la crise. Mais d'un autre côté, il y a eu le FNDI. Pourquoi quand il s'agit de l'opposition, on dit que c'est politisation, quand il s'agit des autres, ce n'est pas une politisation. Certes, les politiciens sont là dans les deux cas, mais pour des raisons différentes. Il y a des politiciens qui sont là, qui essaient de faire l'intermédiaire, et qui ont en fin de compte réussi, le cas de Cheikh Oulbaye, de faire l'intermédiaire pour résoudre la crise. Il y a d'autres qui sont là, qui prennent juste un côté. Qui ne veulent pas résoudre la crise pour d'autres raisons. Ouais. Donc là, je pense qu'on a raison. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Moi, je vais me permettre de poser une question. Mais quand même, il y a des familles, il y a quand même des ouvriers, des familles. Je vais juste poser une question. C'est pas de bonne guerre, parce qu'en fait, il y a quand même des familles. Non, mais il y a 3000 familles. Mais non, écoutez bien. Moi, je vais juste poser une question. Rapidement, oui. Les contenus, aujourd'hui, les contenus du protocole de résolution de cette crise qui a duré 63 jours. Eh bien, parmi ces contenus-là, ce salaire, ce troisième salaire, qui est promis aux travailleurs par le président de la République, selon les informations que nous avons obtenues, c'est à quel titre? À son titre de président de la République. En tant que président de la République. Et je reviens. Ah, ça, moi, j'en sais rien. Vous savez qu'au cours de la conférence de presse, quand des journalistes lui ont posé la question de l'augmentation de salaire des journalistes, il a répondu que cela dépendait des conseils d'administration des entreprises qui ne sont pas affiliés à l'administration. Je suis d'accord, mais écoutez bien. Lorsque le même président de la République peut se permettre de faire des visites inopinées à l'intérieur de ces administrations, où les directeurs de ces mêmes administrations montrent que c'est le chef qui est là, donc il faut se comporter bien, pour ne pas dire qu'il tremble. Donc, lorsque ce même président a dit à un journaliste de l'une de ces entreprises-là, en pleine émission, coupe l'émission, et qu'il coupe l'émission, moi je pense que ce même président de la République doit être capable de répondre à la demande des journalistes de ces entreprises, parce que apparemment il montre qu'il est capable de régler les problèmes. Qu'il est capable de régler le problème. Tous les problèmes. Il est capable de régler tous les problèmes. Tous les problèmes, si vous voulez. Même si sont des maintenant, c'était là l'objet de ma question. C'est pas la chose. Maintenant, pour revenir, être réglé avant. Non, mais c'est le degré des problèmes. C'est pas la même chose. M. Fadel, nous nous intéressons aux prises de position, aux prises de parole, parce que nous voulons que les prises de position et les prises de parole du président soient en harmonie avec les faits et gestes
C'est le cas. Bon, est-ce qu'on va clore le sujet de la SNIM, le thème de la SNIM, parce que c'est pas fini, heureusement. Donc, on va parler des dialogues, parce qu'il y a une question qui était relative au dialogue avec l'opposition. Et là, le président de la République, je sais pas, j'ai pas très bien compris, moi, parce qu'il dit du droit des partis politiques, en fait, de poser les questions qu'ils jugent appropriées. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, là, le président éclaircissait un point important, celui relatif au préalable du dialogue. Parce que la confusion qu'il y a dans les médias et chez l'opinion publique par rapport aux les conditions posées dans les préalables du dialogue ne sont pas obligatoirement, ce n'est pas encore le dialogue. C'est des rumeurs, c'est quoi ça? Non, le dialogue n'a pas encore débuté. Donc le fait qu'il y ait l'opposition avance des préalables et demande leur exécution pour entrer en dialogue, le dialogue là, dans ce cadre, le dialogue n'a plus de sens. Parce que si j'exécute déjà... mais attends, pour entrer dans le dialogue, il faut des préalables quand même. Il faut fixer le plan de route, mais ne pas poser des questions, demander. Je cite par exemple le cas du RFD, qui demande pour entrer dans le dialogue qu'on dissout le BASEP, qu'on diminue les prix. Qu'il pose leurs conditions, et alors? Oui, donc c'est ce que le président de la République a bien dit, que là, ici, qu'ils peuvent tout demander. Il a bien dit qu'ils peuvent même demander son départ à lui, mais que ça se discute, qu'ils viennent pour discuter. Donc vous, qu'est-ce que vous pensez de sa réponse par rapport au dialogue, en fait? Bon, c'est une réponse qu'un homme qui est au pouvoir peut donner, parce que de toutes les façons, je pense que d'abord il y a eu un soupçon au départ. C'est que dans les milieux politiques et même de certains médias, il a été soupçonné que la visite du président dans les Rhodes consistait un peu à aller donner, si vous voulez, aller se mettre en préparer un peu le terrain. Oui, préparer un peu le terrain au niveau des populations, parce que aussi l'Est quand même est considérable du point de vue démographique. D'abord des enjeux démographiques et politiques que cet Est représente. Les gens ont pensé qu'il était parti donc pour se préparer à se rendre indispensable pour un troisième mandat que les gens ont soupçonné aussi comme étant derrière les feuilles de route qui ont été présentées. Feuilles de route présentées par l'actuel Premier ministre et le président du Conseil économique et social. Donc déjà, sur la base de ces histoires de réduction, d'annulation de la limite d'âge et tout ça, les gens pensaient à ce qu'il y ait une tentative de tripatouillage constitutionnel. Il n'en a pas été rien du tout de toutes les façons. Maintenant, les gens lui reposent la question par rapport au dialogue et il donne ses réponses. Bon, la balle est dans le camp, en tout cas, des deux clans, quoi. Ce n'est pas, encore une fois, je le rappelle, ce n'est pas à nous de jouer aux conseillers, ni pour l'opposition, ni pour le camp du pouvoir, pour dire, par rapport aux réponses que le président a données, c'est voilà comment vous devez vous comporter, ou voilà comment vous devez vous comporter. C'est comment ils vont saisir. Il a survolé, en fait, ce sujet sans vraiment... Oui. Parce qu'à chaque fois, oui, il l'a survolé, comme d'ailleurs l'appel au dialogue avait été saisi lorsqu'il s'est rendu quelque part dans l'une des villes anciennes par les gens comme étant une invitation réelle au dialogue. Oui. C'est pour dire tout simplement, il y a certainement un problème par rapport même au camp. Mais si le président vous dit aucun sujet n'est tabou, ça veut dire qu'il est quand même prêt à ce que... Mais bien sûr. Les FNDI posent toutes les questions qu'ils veulent. Maintenant, attendez de savoir ce qu'ils vont faire de ces réponses. Aucun sujet n'est tabou. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les sujets ne sont pas tabous qu'ils sont acceptés. Oui, parce que justement, parce que pour les FNDI, il n'y a aucun préalable. Sinon, ce n'est plus un dialogue. C'est un autre problème. Parce que ils ne sont pas obligatoirement acceptés, mais ils sont discutables. Oui, mais comme il n'y a pas de préalable, comment on peut faire l'opposition? Ils sont avancés. Avant l'ouverture de discussion, il faut quand même des préalables. Oui. Vous êtes d'accord? Oui, et tout peut se poser dans les préalables, comme a proposé le président de la République. D'accord. Donc, vous parlez tout à l'heure de la modification de la Constitution, parce qu'il y en a qui croyaient que le président était à l'aise, justement. Il a été catégorique ou non? Catégorique. Là, quand il a été en Bet Lahwash, dans une déclaration à la presse, et il a bien
éclairci ce point, que la Constitution ne sera jamais déverrouillée. Il ne il ne compte pas le faire. Un régime parlementaire non plus. Il avait bien rappelé aussi, après sa réélection. Donc il n'y a pas de crise politique pour lui, parce que comme il dit pour lui il n'y a aucune crise politique, donc il n'est pas là pour déverrouiller les systèmes, il n'y a pas de problème. Il a bien éclairci. Donc pour vous, sa réponse par rapport au dialogue était convaincante oui, et maintenant on attend la suite de l'autre côté. La balle est dans le camp des ce que vous pensez. Allez pour clore ce côté En fait, moi j'attends de savoir ce que l'opposition fait de ce que dit Mohamed Abdaziz. Parce que aussi, il faut reconnaître une chose, c'est que nous sommes dans un champ où ceux qui, en tout cas, sont en compétition ne nous donnent pas l'impression d'être au même niveau, en tout cas, de compréhension des choses. Et les enjeux sont tels que, par exemple, quand on a une opposition qui, à chaque fois, dit nous voulons du dialogue, après une partie, cette opposition même s'effrite, une partie va au dialogue, une partie se cramponne encore dans des positions extrêmes, finalement, ça devient difficile à suivre. On ne sait pas qui veut quoi dans cette situation. Donc, il faut attendre ce qu'ils vont faire. Donc là, on va essayer de répondre en fait aux questions de... Il a parlé de Boulbaya, il a parlé de la CDD, de Pisorno, de l'état civil, d'aide à la presse, mais surtout le prix des carburants, ce qui intéresse quand même. Oui, le prix du carburant. Il y avait une question que, d'ailleurs, je pense que c'est le directeur de votre chaîne qui avait posé cette question, pourquoi il y a eu la chute du prix du pétrole et il n'y a pas eu de diminution dans le prix du carburant. Le président avait encore une fois de plus rappelé que le gouvernement prend en charge 80 ouguiya sur chaque litre de gasoil, une subvention que supporte l'État. Oui, il y a une caisse, il y a un fonds dédié à cette subvention. Donc le fait que quand les prix baissent... On rappelle un 12 milliards subvention du gaz en plus. Oui, le gaz qui est subventionné à 75%. Ouais, 12 milliards déjà. Donc il ne peut pas y avoir de baisse comme... on ne peut pas suivre le prix international. Parce que si on le suit, quand il y a une hausse, il y aura aussi une hausse ici. Par contre, ici, quand il y a une hausse à l'international, ici, le prix reste stable. Il est à 300 et quelques depuis quelques années. Donc pour vous, ça dépend de comment tu achètes ton carburant. Parce que de toute façon, moi je sais que c'est 300, si c'est le gasoil, c'est 384 ouguiya. N'est-ce pas? Ce qui veut dire que les 86 ouguiya, là, 80 ça veut dire que 298 ouguiya environ, c'est ce qui sort de la poche du consommateur de ce carburant-là, par exemple. Bon, par exemple. Et c'est l'un des meilleurs prix de la sous-région. C'est cette comparaison, justement, qui ne doit pas être raison. Pourquoi? Parce que ce n'est pas... Nous ne devons pas... Vous êtes sûr? Je ne sais pas, moi, je vous pose la question. Je pense, oui. Non, parce que là, quand vous le dites, il faut vraiment être sûr. Oui, ça tourne autour de 700 comparé francs. Aux pays voisins, oui. Ça tourne autour de 700 francs. J'aime pas cette phrase, moi. J'aime pas cette phrase comparée aux pays voisins. Nous ne sommes pas que les pays voisins. C'est sûr. C'est que si vous êtes sûr. Mais moi, j'ai lu quelque part dans les médias que ce sont les Mauritaniens, les citoyens simples, payent 129 ouguiya, quoi. Au lieu qu'on parle à chaque... Parce que vous savez aussi cette histoire de... Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on parle qu'on pose la question de la hausse des prix du carburant, que ce soit l'un des anciens ministres des Finances ou que ce soit le président, les gens vous parlent de ce que l'État mauritanien subventionne. Oui. Mais il y a 80 ouguiya sur le litre qui coûte 380. Oui, mais c'est que ce n'est pas la subvention que le consommateur mauritanien voit directement. Le consommateur mauritanien voit ce qu'il dépense et qui a un impact sur son pouvoir. Non, mais s'il n'a pas été subventionné, il devrait acheter beaucoup plus cher. Oui, mais écoutez bien. Non, mais ça, il faudra que ça soit expliqué. Oui, mais écoutez. Il faudra, mais moi je veux que les choses soient beaucoup plus simples, parce que nous sommes tous profanes dans ce domaine-là, parce que vous êtes devant un ministre des Finances, il peut vous bourrer avec des chiffres, il peut vous amener beaucoup de choses. Si vous n'êtes pas attentif, il va vous bourrer. Écoutez bien, c'est important ça. Maintenant, moi je suis en train de vous dire que de façon très empirique, quand un Mauritanien qui a 2000 ouguiya dans sa poche va devant une station et qu'il demande pour 2000 ouguiya de carburant, qu'on lui donne, comment dirais-je, quelque chose comme 5 litres, virgule quelque chose de carburant,
Ce qui l'intéresse, ce n'est pas ce que l'État mauritanien a mis pour que lui, il puisse avoir ces 5 litres-là. C'est ce que lui, il perd et qui ne lui permettra pas d'avoir, par exemple, quelques kilomètres à faire pour aller acheter tel kilo de viande. Parce que ça se passe de la même façon pour le prix des denrées de consommation. Vous sortez d'une partie de la ville de Nouakchott. Vous partez quelque part, vous payez le pain dans une boulangerie à 70 ouguiya. Dans une boutique, vous prenez ça à 80 ouguiya. Et vous êtes ici au centre-ville, vous payez le même pain à 100 ouguiya. Vous voyez, il y a une sorte comment dirais-je, de différence qui fait que le Mauritanien ne peut pas comprendre si l'État est en train de lui faire une faveur ou non. Par exemple, le fait que certains Mauritaniens puissent acheter le kilo de sucre à 200 ouguiya au lieu de 280 ouguiya sur la base des subventions, ou sur la base des ML là, et comment on appelle les programmes, les boutiques ML existent. Alors, il faudra que ça soit expliqué de façon beaucoup plus claire pour que les gens comprennent. Ok, donc le président a expliqué qu'il y a 80 ouguiya à subvention de l'État et que de toutes les façons, le prix est moins cher. Je me permettrai allez-y vite fait parce qu'on va passer au dessus. Un détail que j'ai appris sur la subvention du gaz. Le gaz, c'est 12 milliards. Rien que cette année, c'est 12 milliards de milliards. 75%. Environ 70%. Parce qu'il y a une partie de la subvention qui a été retirée. La bouteille aujourd'hui, c'est la grande bouteille, 3500. Donc s'il n'y avait pas cette subvention, on l'aurait acheté à 9000. Donc c'est considérable quand même. C'est considérable, oui. C'est vraiment considérable, c'est important. Donc, en fait, on parle de Maurice Bank ou le Baya, CDD et tout. En fait, avant, il avait parlé de l'ancien Premier ministre Yahya Ouelwaouf, qui est membre du Forum. En fait, c'était quoi? C'était une réponse à... C'était une réponse à... Je pense que c'était... Un journaliste avait rappelé une déclaration de ce monsieur au sujet. Mais il y a quand même des accusations contre Yahya Ouelwaouf, à peine voilées, en fait. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à Yahya Ouelwaouf? Bon, Yahya Ouelwaouf, le président avait expliqué comment dirais-je, l'investissement qui a été fait comment dirais-je, des entrées de la SNIM. Le journaliste avait parlé de 400 milliards, je pense. Le président n'est pas entré dans les détails, mais il a bien expliqué. Il n'a pas été trouvé qu'il n'a pas été réconcilié quand même. Franchement, sur ce point, moi, je n'ai rien. Oui, il n'a pas. Donc, par rapport à la Maurice Bank. Par rapport à la Maurice Bank, ça ne le concerne pas. C'est une affaire devant la justice. Et il a expliqué qu'il ne connaît pas ce monsieur. Qu'il n'a pas, c'est pas qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas de relation avec lui. Et la Maurice Bank, par rapport à la Maurice Bank. Tout ce que j'ai entendu dire, c'est que depuis que ce monsieur a créé sa banque, qu'il ne l'a jamais rencontré. C'est tout ce que j'ai entendu. Et donc c'est un problème. Ça aussi, je préfère ne pas commenter. Ça veut dire quoi, vous préférez ne pas commenter? Non, en fait, parce que par franchise, quoi. Pour beaucoup de journalistes, il a quand même défendu Oulbaya, il a défendu son ami, en fait, entre guillemets. Si c'est son ami, donc c'est peut-être sur la base de cette même amitié que Oulbaya est parvenu à régler le problème des travailleurs avec la SNIM et aussi à faire promettre aux travailleurs que Mohamed Ould va leur donner un salaire. Je te rappelle que Oulbaya n'a pas parlé... Et bravo quand même, parce qu'il a réglé le problème au moins. Oulbaya n'a pas parlé avec les travailleurs de la SNIM à sa qualité d'ami du président. Il a parlé à sa qualité de maire de cette ville. Non, mais même le président n'a pas parlé d'Oulbaya à sa qualité d'ami, dit tout. Ce sont les journalistes. Ce sont les journalistes. Moi, j'ai dit moi, j'ai simplement dit si. Donc là, le plafond, on doit le donner ici à Cheikh Oulbaya qui a pu résoudre une crise de 2 mois. C'est vrai, au moins il a pu régler. Mais bien sûr, et puis c'est sa ville, de toutes les façons. Ce n'est pas dans son intérêt quand on est maire d'une ville, on doit s'investir pour que cette ville-là. Et la SNIM, ce n'est pas du tout. Et ce sont ses électeurs aussi, il ne faut pas l'oublier. La SNIM, ce n'est pas seulement Zouérat, c'est la Mauritanie. Mais Zouérat, tout est parti de Zouérat. Donc en fait, il y a des journalistes qui trouvent qu'il a quand même défendu Oulbaya. Comment, sur quel point? Qu'il l'a défendu. Sur quel point? Parce que le journaliste qui a posé la question en parlant de que Oulbaya avait déclaré avoir possédé... on va revenir encore sur les... justement, on revient sur tout, nous. On est là pour ça, en fait. Oui, cette affaire qui avait fait trop de bruit, que tout le monde... Ça a coulé beaucoup d'encre, moi. Ouais, mais ça a été expliqué. Comment ça a été expliqué? Ceux qui veulent comprendre ont compris. Comment expliquer, c'est quoi? Qu'il y a une loi qui donne 48% des entrées de ces délégations à la délégation
14% de ces 48 sont dédiés aux saisissants. Mais le président de la République avait dit que c'est en 88 que cette loi a été... Alors que la délégation n'existait pas en 88. Donc il a quand même été vraiment renseigné. Non, il y a une loi qui figure depuis 84. Quelle loi? Il n'existait pas la délégation à l'époque. Donc, elle n'existait pas, c'est tout simplement. Donc il y avait seulement un corps qui faisait le travail de la délégation qui travaillait avec cette loi. Donc ces conseillers lui ont quand même mal conseillé. Non, je pense que c'est une question. Il y a certains détails moi, j'en sais rien, dans lesquels le président n'est pas entré. Hein? Le fait qu'il cite 88, par exemple, ouais, il y a certains détails dans lesquels il n'est pas entré. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On peut juste remarquer que le président avait parlé de 60% qui étaient accordés à la délégation. Et la presse a objecté après que c'était 48%. Le président a parlé surtout du fait que cette loi existe depuis 88. avant l'arrivée au pouvoir de M. Mohamed Al-Bazi. Voilà. Donc, de toute façon, on a parlé de 1988. Ouais. Et l'autre objection au niveau des médias, c'est que les chiffres d'abord n'étaient pas cohérents. Et ensuite, la date, il y avait une sorte de, comment dirais-je, d'anachronisme. En fait, pas anachronisme, mais il y avait quelque chose qui clochait parce qu'on pense qu'il n'y avait pas de délégation. Bon, vous dites qu'on pense qu'il a pris la défense de Oulbaye. C'est bien possible, parce que de toutes les façons, bon, ça aussi, ce sont des appréciations. Ouais, c'est trop facile de dire ça. Je pense que Oulbaye a pris lui-même sa défense hier. Là quand il a réussi à régler un problème épineux quand même. Oui. Non, vous prenez aussi la défense d'Oulbaye. Je voudrais bien avoir cette information. Vous prenez aussi la défense d'Oulbaye là. Non, vous dites qu'il a pris sa défense hier. Ça veut dire qu'il a réussi à régler le problème de la CENI. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Je crois que c'est bien. Il est en train de donner une information, c'est que hier, nous étions le 2 avril. Oui. Bon, la conférence, c'est le 26. Il a pris sa défense où? À quelle occasion? C'est une métaphore. C'est pour dire qu'il a réalisé un succès hier. En discutant avec les travailleurs. Qui sera une gifle pour ceux qui ont monté tout ce truc contre lui au sujet des 48%, ceux qui ont publié la vidéo une année après son enregistrement. Mais mes amis, il me reste 5 minutes, on va parler de la CD de Pizorno. Allez-y. Qu'est-ce qu'il a dit du Pizorno? C'est bon. Moi, je préfère que les informations... Il a raison. Non. Je veux que vous renvoyiez la question. Qu'est-ce qu'il a dit maintenant de Pizorno? Pizorno, par rapport à Pizorno, parce que là, Pizorno, c'est un autre problème. Il y a d'ailleurs un problème que le chef d'État a parlé de... Le journaliste qui a posé la question de Pizorno n'a pas tout à fait expliqué au chef de l'État ce qu'il faut. Parce que le problème de Pizorno aujourd'hui, c'est que l'argent qui a été payé à Pizorno a été transféré sur des comptes en France. C'est les comptes de Pizorno? En France. Sur les comptes de Pizorno? Justement, en France, je dis bien. Ouais. Je dis bien en France, non, c'est pas un détail. Donc les travailleurs en Mauritanie, aujourd'hui, ils n'ont aucune possibilité de porter plainte contre Pizorno ou de trouver l'argent ou tout, quand l'argent est déjà en France. Pourquoi pas? C'est ce qu'ils m'ont dit. En fait. Il y a une justice qui est là pour ça. Donc, en fait, de Pizorno et de l'état civil, de la CDD et tout ça. Rapidement, on n'a plus de temps. On a beaucoup parlé d'Ouda et de Oulbaye. Donc, sur le cas de Pizorno, le président a éclairci qu'il n'y a plus rien entre le Pizorno et l'État mauritanien. Mais les chiffres qu'il a avancés comme étant... C'était 5 milliards... Aujourd'hui, il y a des... Est-ce qu'il est au contrat, est-ce qu'il est au courant que les contrats avec les sociétés Aujourd'hui, il y a des employés de cette société qui n'ont pas encore été réglés par la société. Donc, ça reste entre eux, c'est une société privée. Je comprends. Il y a une justice qui est là pour ça. Et vous, sur Pizorno, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je n'y pense rien en fait, parce que... Mais la communauté urbaine, combien la communauté urbaine a dépensé? Est-ce que la communauté urbaine, il y a quand même des contrats qui ont été annulés par la communauté urbaine? Et le président avait dit, nous sommes en train, et il n'est pas au courant que ces contrats ont été annulés. Oui, il n'est pas au courant. C'est grave. On va noter qu'il n'est pas au courant, tout simplement. On va noter que... Les contrats ont été annulés. En fait, c'est les contrats de qui? C'est des appels. Des appels d'offres. Des appels d'offres. C'est des appels d'offres. La communauté urbaine ont été annulés. Et le président de la République a dit qu'on continue, on va signer avec des sociétés. Il n'est pas au courant ou pas?
Il a été induit en erreur quand même. Non, il y a toujours des appels d'offres pour des sociétés de voyage. Parce qu'en fait, il y avait des appels d'offres qui ont été lancés par la CUN. Mais il semble qu'au début du mois de mars, la communauté urbaine elle-même, je pense que le lien a été donné d'ailleurs par le journaliste qui avait réagi pour dire que... On n'avait pas entendu la question. Oui. Moi, je ne parle pas du journaliste qui a posé la question, mais je parle de la réaction après son interview avec ces journalistes. Il y a aussi... C'est-à-dire qu'au niveau du site de la CUN, il semble qu'il y a un lien qui renvoie au fait que la communauté urbaine avait déclaré infructueux les appels d'offres qui avaient été lancés. Donc, elle va les réviser. Donc on va parler des réfugiés. Dernier point, on va parler des réfugiés. Ça réponse par rapport aux réfugiés. Les réfugiés... Babi, il a dit que la gestion du dossier a été menée. Il ne s'appelle pas les réfugiés, les rapatriés. Oui. Parce que quand vous oui, non, mais il a parlé de réfugiés. Ça veut dire que le journaliste a bien parlé de réfugiés maliens, réfugiés mauritaniens au Mali. Et le président a répondu que ce problème a été réglé. A été réglé avec la coordination du HCR. Et même les félicitations de l'HCR. Il y a eu plus de 24 000 personnes qui ont été repatriées et qui ont été mises dans des conditions qui leur permettent de réintégrer la société. Donc je ne vois pas pourquoi ce sujet soit réévoqué encore. Il a parlé de Covid, de tout. Bon, écoutez... Ah non, mais c'est important. Non, parce que la conférence de presse a été en arabe à 99,99%. Donc il y a une seule question en français, le président a tenu à répondre en français. Mais là, c'est un autre problème. On devait le signaler. Le signaler, il n'y a pas de soniquer. On ne nous a pas appelés. Non, il n'y a pas que les francophones. Il n'y a pas que les francophones. Aucun journaliste n'a posé une question en poulard. En réalité, je ne suis pas. Non, ce n'est pas dans cette. Non, il ne faut pas qu'on s'installe dans cette logique parce que même la sélection, le choix des journalistes là, c'est discutable, quoi. Vous voyez. Non, mais c'est une autre question. Donc, on ne va pas rentrer au dans le truc de la langue ou tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va noter que le président, en répondant à la question des réfugiés, moi je refuse pour dire que c'est des réfugiés. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui avaient été déportés. Ils sont devenus réfugiés jusqu'à un moment. Une partie d'entre eux a été rapatriée. Donc on les considère comme des rapatriés, si vous voulez. Bon, le retour de déportés. C'est des déportés. Mais le journaliste lui a rappelé que sur la base du protocole que lui, il a pris pour argument, c'est que seuls ceux qui étaient du côté du Sénégal sont rentrés. Donc, s'il y a des réfugiés au Mali, ils ne sont pas rentrés. Ah, bien sûr. Parce qu'au moment de la déportation, il y a des Mauritaniens qui ont été... Est-ce qu'ils sont encore au Mali? Le président a très bien expliqué. Peu importe le fait qu'avec les gens de Covir eux-mêmes, il a rappelé que ce sont ces gens qui ont préparé le dossier, qui sont venus vers le président, et que même le président les a en plus aidés à régler ce problème, et que ce problème est complètement réglé. Est-ce que c'est vraiment une réalité ou pas? Moi, je vous ai dit, pour répondre tout simplement de façon très rapide, c'est que dans sa réponse, il a pris pour argument l'accord tripartite. Il a pris pour argument le Covir. Oui, mais c'est les victimes. Les victimes elles-mêmes. Nous constaterons que ceux qui sont rentrés, ils n'ont qu'à être 24 000, ils n'ont qu'à être 500 000. Ceux qui sont rentrés, ils sont rentrés du Sénégal. Ils ont traversé peut-être le fleuve pour revenir ici, en tout cas de façon claire. Mais on n'a pas vu des gens qui ont été mentionnés comme étant des Mauritaniens réfugiés au Mali et ils sont en train de revenir au pays. Maintenant, le reste. Donc ce sont les présumés ayants droit, ce sont les ayants droit quand même. Ce sont les ayants droit qui ont réglé ce problème avec le président. Donc c'est bien ce que le président nous a tout à fait. Donc ce sont des victimes. Les victimes. Donc, pour le président, le fait de poser cette question... Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il avait bien dit aux journalistes, je ne sais pas si tu l'as posé. Est-ce que vous êtes sérieux? Moi, j'ai bien compris. Donc, en fait, problème de la gabégie, vite fait, il a dit qu'il n'y a plus de gabégie au pays et que tout est rose. Est-ce que vous croyez, non? Le président n'a pas dit tout est rose. Il a dit qu'il n'y a plus de gabégie parce qu'il y a une vraie lutte contre cette gabégie. Il n'y a pas de détournement des mains publiques? Si, il y a détournement, mais indirectement après, il y a l'inspection et l'arrestation. Et il y a la prison. Oui.
Moi, je préfère vous dire que j'ai vu le président de la République dire qu'à l'heure où nous sommes, il n'y a... Je parlerai de terrorisme. Il dit qu'il n'y a aucune menace terroriste. Mais allez-y. Je ne parle pas de la Gambie. Moi, je l'ai entendu dire, je l'ai entendu dire que toutes les mesures ont été prises, qu'il n'y a aucune menace terroriste en Mauritanie. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, l'environnement international la menace est toujours est là. Ça c'est sûr, c'est pas lui qui... Maintenant, nous voulons... Mais nous sommes armés contre ces menaces. Il l'a dit, il dit que nous sommes suffisamment équipés. Bon, il y a des pays qui sont super équipés aussi. Mais moi, je voudrais bien un argument beaucoup plus fort. Je voudrais un argument beaucoup plus fort que le fait de nous dire nous avons éloigné la menace terroriste. Parce que tout récemment, une information de Fox News a été relayée par des médias en Mauritanie pour dire que, de toute façon, n'importe quoi... Parce qu'on n'a pas de diplomate, on n'a pas de diplomate. Ça, c'est la comment est-ce que... Attendez, comment est-ce que ça a été... Non, vous pouvez en rigoler, mais il ne faut jamais refuser de prendre au sérieux. Non, c'est faux. Parce que si... C'est archi faux. Seulement, nos diplomates font extrêmement mal leur boulot. C'est archi faux. Il faut qu'il y ait des diplomates qui peuvent défendre ça. Il faudrait qu'on puisse communiquer. Il y en a qui viennent à la télé qui dit en Mauritanie, on organise, il y a des terroristes qui sont en train de... Non, mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a un point. L'éloignement de la menace. Nous, on a un territoire. Notre souveraineté ne dépasse pas ce territoire. Donc, l'éloigner comment... Je suis obligé de finir. Là, je vous donne la dernière. Un mot, je vais rappeler un exemple. Mais vite, là, c'est la question sécuritaire. C'est que durant la guerre au Mali, malgré notre large frontière avec le Mali, notre armée a enregistré 0 infiltration. Donc là, c'était un grand succès. Ça veut dire 0 infiltration. Il n'y a pas eu un seul terroriste. La menace terroriste est internationale. De toute façon, nous sommes armés. Contre ce que dit le président, c'est que nous sommes armés contre menace, on l'espère. Donc, dernier mot sur la conférence en général. Les États-Unis étaient tellement bien armés. Oui, allez-y, on ne faut pas le pitch. Le Nigeria est tellement bien armé. Mais vous croyez que... Boko Haram leur a enlevé... Mais qu'est-ce que vous nous demandez de faire alors? Non, mais écoutez, moi je vous dis, les arguments que vous êtes en train d'avancer ne sont pas suffisants pour dire que demain, ou bien dans 2 minutes, nous n'aurons pas un problème. C'est-à-dire que c'est l'affirmation elle-même qui me surprend. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éloigner à 100%. On va d'ailleurs parler de ce sujet. Le prochain pleuve sera ce sujet. Donc, excusez-moi, vous avez un dernier mot vite fait. Non, mon dernier mot, je ne vais pas le dire maintenant parce que de toute façon, je reste vivant, je souhaite continuer à rester vivant. C'est la conférence. C'est la conférence de presse. Bon, de toutes les façons, rapidement, vite fait. Qu'est-ce que je vais dire de la conférence? Je noterai que ce que j'ai le plus remarqué au cours de cette conférence, c'est ce clash, encore une fois, qui va rester très marquant dans l'histoire, en tout cas, de la liberté d'expression dans ce pays. Ok. Non, mais vous avez eu la parole, donc on... Non. J'ai commencé par vous, donc je peux quand même pas... Allez-y, vite fait. La conférence, c'est la chose la moins importante de la conférence. Pour vous, c'est pas important du tout. Il y a eu des déclarations assez importantes sur beaucoup de projets. D'ailleurs, heureusement qu'il y a eu la photo de famille après. Ils se sont photographiés. On a oublié quand même qu'il a parlé de la communauté européenne qui va signer c'est d'ailleurs la seule information qui était dans la conférence de presse. Donc, on remercie surtout les organisateurs de cette conférence de presse, avec M. le Président de la République, les confrères qui ont participé, le confrère qui a animé l'émission, M. Sidel Lemine, et tous les autres. Et de toutes les façons, merci d'avoir... je remercie M. Deda Fadal, qui est directeur des publications journaliste à Maury Sahel. Je vous remercie pour avoir accepté notre invitation. Je remercie Kissima Diagana, rédacteur en chef du journal La Tribune. Je vous remercie encore pour avoir accepté notre invitation. Quant à vous, chers téléspectateurs, donc je remercie l'équipe technique qui vous a permis de suivre votre émission chez vous, bien installée, tout sans problème. Donc ils sont en train de bosser, Ndiaga, Belaïnine et un clin d'œil à Bertin Kemdem. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Au revoir.